Qu'est-ce donc que ces émeraudes que tu portes sur tes doigts gourds? Tu as osé voler le duc de Pouille, hein? Dis-moi où est sa bijouterie. C'est ta Ginette qui me l'a déstrempé. Ah ben? Sa bijouterie ne peut pas rester là-bas s'il est ici. Moi, je trépasse si je faiblis. Envie du père. La dentelette de Sainte-Rolande. Dame Béatrice la poufiasse. Moi, Vous êtes un ami de Montmirail? qui suis-je à couille? Je devais aller au golf et je tombe en pleine guerre de 100 ans. Pourquoi ta troubadour a flambé? Boum, c'est satanique. Du haut de mes 9 ans, jamais je n'avais autant ri dans une salle de cinéma. Et jamais je n'avais eu autant la hype à l'idée que peut-être le spectacle n'était pas encore tout à fait terminé. J'avais hâte comme jamais, et jamais parce que c'était la première fois que je découvrais un film avec une suite potentielle, avant j'étais trop petit, une suite qui n'était donc pas sortie au moment où je voyais le film, donc de voir une suite complètement inédite pour tout le monde, de voir ce qui se passerait au-delà de cet arrêt sur image hyper frustrant de Jacquard qui prend la fuite dans une époque qui n'était pas la sienne, sans compter que Les Visiteurs fut l'une de mes toutes premières VHS achetées le jour de sa sortie, Day One, et je l'ai regardé en boucle durant une année entière, avec les copains, avec les voisins, avec les parents, avec mes sœurs. On se récitait le film par cœur, et j'imaginais même qu'au bout d'un certain nombre de visionnages, quelque chose allait se débloquer, comme par magie, ne serait-ce que pendant au moins une minute ou deux, juste le temps de connaître les péripéties que rencontrera Jacquard juste après la fin. Qu'est-ce qui allait se passer juste après? C'était une obsession. Mais pour connaître la suite, il aura fallu être patient. Car faire une suite d'un film au succès sans pareil, ou presque, on n'avait pas vu ça depuis La Grande Vadrouille, c'était une pression énorme. Et en même temps, il n'y avait rien de pressé. C'était sûr qu'il le ferait, mais pourquoi tout précipiter? Il y a le temps, il y aura l'argent, et en attendant, autant s'occuper. Christian Dior. Le duo Poiret-Clavier poursuivant sur une autre voie, celle des Anges Gardiens. Bah vas-y, bouffe-le. T'as toujours adoré le Paris-Brest. Ce film démesuré de plus de 3 heures, dans son montage initial en tout cas, ramené à 1h50, et déjà, les plus grands ou les plus sages avaient vu le malaise venir. Le bureau de qui? De la direction, là, tu vois? Le bureau de la direction. Ça allait vite, trop vite, quitte à en devenir parfois indigeste. Christian Clavier avait refait son Jacouille bien avant l'heure, avec ce démon, c'était clairement presque un plagiat de lui-même. Mais respirer. Je suis là, mon poulet. Mais sa prestation en père Tarin était un régal de l'autre côté. Tout comme son duo avec Depardieu, prometteur, ça surjouait tellement entre les deux que ça en devenait drôle. Mon papa n'a jamais voulu. En plus, la balle n'a fait qu'effleurer le mollet. Mais c'est le mien, mollet. Il n'y avait qu'à voir le bêtisier pour bien se marrer. Une sorte de plaisir coupable, un mixte entre Corned Beef et Les Visiteurs, mais en version survitaminée. Les Anges Gardiens, on en a parlé déjà, je sais pas si celle-là je vais la refaire comme les autres, mais je garde en mémoire le surjeu de Christian Clavier et de Gérard Depardieu. Le côté mauvais qui en devient paradoxalement bon, c'est pas souvent comme ça, hein. Mais avec du recul, c'était peut-être un avertissement. Espèce de monstre. Puis enfin, Les Visiteurs 2 est annoncé. Ce sera pour 1998, un petit peu en retard. Une magnifique année 98. Une année qui aura vu dans nos salles des films sortir tels que Le Dîner de cons. Les 20 ans qu'on soit grand-père quand on est con. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Ou encore Taxi, le cinéma français se portait bien. Et la France aussi globalement se portait bien. Et Les Visiteurs 2, c'était le premier à sortir d'une longue série. Des chopis de vinaigre. Et même le décalage de quelques semaines de sa sortie, je me rappelle qu'il avait été légèrement retardé de mémoire à cause des effets spéciaux qui n'étaient pas prêts. Laissez mener la chaille. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'était excitant, car on s'attendait à un film époustouflant. Plus l'attente était longue, plus ce serait meilleur. Je me rappelle qu'Arthur nous disait sur le plateau des enfants de la télé à quel point le film était génial. Il nous faisait chier celui-là à voir les films avant tout le monde à nous narguer comme ça. En tout cas, il avait l'air ravi, mais en même temps il disait ça à chaque fois. Puis arriva le jour J, le 11 février 1998, je m'en souviendrai toute ma vie. Dans une salle pleine à craquer, dans mon bon vieux cinéma du Buxy, à Boussy-Saint-Antoine en région parisienne,
accompagné ce jour-là de ma sœur aînée, la seule à s'être dévouée pour m'y accompagner. La première fois, pour le premier visiteur, j'y avais été avec mes parents, je vous l'avais dit, mais cette fois-ci, ni l'un ni l'autre n'avaient envie de venir, ils ne le sentaient pas, déjà que mon père avait pas aimé le 1. C'est comme si, du haut de leur expérience, ils avaient déjà senti le vent tourner. Et bien que certains détails m'avaient gêné d'entrée, comme le narrateur qui précisait après cet étonnant générique morbide que Béatrice pensait que Dame Ginette venait du Moyen-Âge. Un quoi intérieur dont je me souviendrai toute ma vie. En se rappelant que Jacouille et Ginette voulaient se marier, Béatrice en conclut que Ginette venait elle aussi du Moyen-Âge. C'était n'importe quoi. Et même ce générique avec cette musique était particulièrement glauque pour un film qui s'annonçait pourtant 2 fois plus drôle. Et ce commentaire bizarre ne m'aura pas aidé à être pleinement convaincu par cette nouvelle version de Béatrice de Montmirail, jouée par Muriel Robin. Jean-Pierre, tu me fatigues! Je suis peut-être sceptique, mais nous sommes deux, n'est-ce pas, docteur? Mais il y avait une diversion, j'étais trop occupé à rire comme jamais aux exploits de Jacouille, à son projet de destruction massive de toute une maison, et j'étais fier en même temps de voir un film français impressionnant, avec tant de moyens, avec des explosions, avec des effets spéciaux, avec des cascades, plein de voyages dans le temps, peut-être trop même, on en parlera. Mais j'en suis sorti avec exactement la même énergie que 5 ans auparavant. J'avais autant hâte de voir la suite que la dernière fois, puisque le film a osé, malgré ses 1h50, de ne pas clore le chapitre Les Visiteurs, et de proposer vraisemblablement une trilogie. You are dealing with the concluding chapter of a trilogy. That's right. Pourquoi pas? Et on l'avait pas vu venir. J'avais tellement hâte de débriefer du film avec tout le monde, mais ma sœur, à la sortie de la salle, était déjà moins emballée et avait quelque peu refroidi ma joie. Je me rappelle qu'elle avait été choquée par le jeu de Muriel Robin, que j'avais pas spécialement relevé, encore une fois j'étais trop occupé à rire, et dans la cour de récré, au collège cette fois-ci, j'avais grandi, les avis étaient très variés. C'était bizarre d'ailleurs, il y avait d'un côté une majorité de garçons qui me rejoignaient et qui avaient adoré, et de l'autre côté, plutôt les filles qui étaient mitigées, déçues, qui se plaignaient que le film était bruyant, trop rapide, un peu trop gras, trop facile. Et je me demandais si nous avions tout simplement vu le même film. Mais c'est rétrograde. Vous êtes dingue. Ça me paraissait aberrant qu'on ne puisse pas rire et s'amuser autant avec une telle avalanche d'effets spéciaux. Tout ça me faisait dire qu'il y avait peut-être effectivement quelques problèmes, mais j'étais peut-être trop jeune pour m'en rendre compte. Mais pour l'heure, revenons légèrement en arrière et voyons comment Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, a été abordé par ses auteurs. Un jour, 2 hommes sont arrivés du passé. Oh, des choupis de vinaigre! Avec quel angle d'attaque? Car tous les problèmes partent d'avant le tournage. Nous avions vu la dernière fois comment j'avais tenté un voyage infructueux dans le temps, en reprenant la recette de la potion du mage Eusebius, afin de remplacer mon ancienne vidéo des visiteurs que je n'aime pas du tout, par une nouvelle plus réussie que je vous ai postée il y a 2 semaines, pour faire comme si l'ancienne n'avait jamais existé. Comme vous avez dû le voir, ça n'a pas du tout marché. Et maintenant que l'on doit évoquer à nouveau les visiteurs, et cette fois-ci le 2e, j'ai eu une meilleure idée, plus ambitieuse. Pourquoi ne pas trouver un moyen de remonter dans le temps, mais cette fois-ci à l'époque de l'entre-deux-films, afin de tenter de changer le cours des choses en fait, de comprendre pourquoi Valérie Lemercier avait refusé de reprendre son rôle, à quel moment ça s'était décidé, et de faire tout ce qui était à ma portée, à mon niveau, pour faire changer cette décision, pour la convaincre de continuer, à quel point c'était pas logique qu'elle ne soit pas là. Bonne chance. Mais comme l'idée de retenter la recette de la potion ne me convenait pas du tout, surtout de la boire, vraiment immonde, j'avais besoin d'un coup de pouce cette fois-ci, pour remonter au moment précis où cette prise de décision s'était faite. Comme l'avait dit Jamel Debbouze un jour, j'allais avoir besoin de pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Et quoi de mieux que de demander son avis à un spécialiste de la science-fiction sur YouTube, qui plus est un collègue et ami, Cornpop. Salut Paul, je te dérange pas? Salut Nico, non pas du tout, comment tu vas? Désolé de te déranger, mais j'ai besoin d'une idée. Oula, toi t'es en manque d'inspiration pour ta prochaine vidéo. C'est exactement ça. En fait, j'ai besoin d'anecdotes pour écrire ma vidéo, et comme l'info n'existe pas, elle n'est pas connue, ça exige de remonter directement à la source. Et en quoi j'interviens moi là-dedans? Je me demandais si t'avais pas une idée pour remonter dans le temps, autre que la potion des visiteurs que j'ai essayé la dernière fois, elle est dégueulasse, et en plus ça marche pas. Ah, c'est dangereux de remonter dans le temps et de changer le passé, tu sais. Ouais, t'as peut-être raison, mais si t'as une autre idée, je suis preneur, hein. J'en ai peut-être une, mais faut voir si ça marche. T'as une baignoire? Une baignoire? Oui, j'ai une baignoire, oui. T'as du sel? Du sel? Quel rapport? T'inquiète, fais-moi confiance. T'as du sel? Beaucoup de sel? Bon, commence par te faire couler un bain. Mets du sel dedans et va dans ta baignoire.
Ok, là je crois que c'est bon, c'est pas mal. Bon, je vais quand même me dessaper un peu parce que... Non, surtout pas, garde tes vêtements. Comment ça, je garde mes fringues? C'est complètement débile. Oui, mais c'est comme ça dans la série, ils gardent les fringues. Tais-toi, c'est magique. Ah, et il faut que tu aies de quoi te mettre dans le noir complet. T'as un bandeau? Putain, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression que tu serres la main à un pote. Comme dans toutes les bonnes comédies, les personnages n'ont pas le sentiment qu'ils sont drôles, ils ont l'impression qu'ils... Je me rendis compte rapidement que ça marchait très bien cette technique. Peut-être même trop bien. J'étais remonté trop loin, a priori sur le tournage du premier Visiteur. Mais ce fut un mal pour un bien car cette anecdote je ne l'avais pas la dernière fois. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lors du tournage du premier film, lorsque Christian Clavier jouait Jacouille, cela nécessitait plusieurs heures de maquillage, et cela impliquait donc de venir très tôt le matin afin d'être prêt avant les autres à tourner. Et alors qu'ils étaient en tournage durant 48 heures loin de Paris, à Barbizon, dans un hôtel 4 étoiles tout de même, l'hôtellerie du Bas-Bréau, Jean-Marie Poiré avait réservé une chambre pour son compère à l'écriture et son acteur vedette, Christian Clavier. En cette soirée d'été 92, aux alentours de 22h, Christian Clavier arrive tard, bien après le service du soir en tout cas. Mais l'équipe de l'hôtel, en effectif réduit, leur fit un accueil digne du statut de leur pensionnaire. Un dîner était prévu, concocté avec soin par leur chef cuisinier, bien que le service soit terminé encore une fois depuis un petit moment. Et même un sommelier était présent, en tout cas au début, ainsi que la réceptionniste de nuit qui les accueille poliment. Et alors que le sommelier leur sert un très bon vin, il annonce qu'il souhaite rentrer chez lui malgré tout, car il est tard, et il les laisse se servir tout seul, ce qu'ils comprennent bien entendu, c'était déjà énorme d'avoir un tel traitement après les heures de service. Le sommelier quitte donc l'établissement, laissant derrière lui le cuisinier et la réceptionniste. Alors qu'il commence à manger des amuse-gueules, et profitant de ce moment pour parler du tournage, en particulier du sujet délicat Valérie Lemercier, on en a parlé la dernière fois, on en reparlera, ils réalisèrent soudain, au bout de quelques minutes, que plus personne n'était venu les voir depuis longtemps. Ils n'ont pas eu d'entrée, encore moins le plat, mais plutôt un calme plat. Merci. Mais je casse l'ambiance, on était à fond dedans là. On y retourne. Affamé après son voyage, Christian Clavier s'impatiente et se demande ce qu'il pouvait bien foutre, selon ses termes, pour que ce soit aussi long. Le réalisateur s'approche alors de la cuisine, écoute, n'entend rien, mais tombe sur le chemin sur un splendide plat en argent, entouré de cellophane contenant de la charcuterie non consommée du service précédent. Ils prirent alors le plat, en complément du vin, ça allait ensemble, dans l'attente d'un signe de vie de la part du personnel. Mais toujours personne à l'horizon. Jean-Marie Poiré décide alors de passer les portes de la cuisine, désespérément silencieuse. Et alors qu'ils avaient le choix entre du bœuf et du poisson, ils avaient choisi le poisson, il se rendit compte que ce fameux poisson attendait à côté d'une poêle, mais que le poisson n'était pas dedans, à côté d'un paquet de beurre encore emballé, ainsi qu'un couteau et une cuillère en bois inutilisés. Mais personne dans la cuisine. Ils font ça alors vers la réception, voir la réceptionniste. Et encore une fois, personne derrière le comptoir d'accueil. Ils étaient seuls, dans un hôtel pourtant ouvert, mais désert, vide. Pensant qu'ils étaient peut-être juste dehors à fumer, la rue était déserte elle aussi. C'était inquiétant, et revenant dans la salle à manger, Christian Clavier s'était procuré un plateau de fromage pour finir le repas. Quoi de plus cohérent après un plateau de charcuterie? Et alors qu'ils se procurèrent également un dessert composé de pâtisserie, et qu'ils commencèrent à imaginer un début de film qui commencerait par un événement similaire, un bruit violent interrompt la scène, brutalement. FBI, open up! C'était la porte de la salle à manger, défoncée à coups de pied par les forces de l'ordre, qui avaient pris d'assaut la fameuse salle à manger, trouvant déconcertés un Christian Clavier et un Jean-Marie Poiré qui se demandaient ce qui se passait. Et vint alors la révélation. Durant ce repas improvisé, et un peu volé, il faut le dire, c'était vraiment du self-service, Christian Clavier et Jean-Marie Poiré avaient patienté juste à côté d'un braquage, d'un hold-up, de toute l'équipe qui ne s'était pas absentée, mais qui avait été enfermée dans la chambre froide, ainsi que des clients capturés dans leur chambre, alors qu'ils dormaient, qui seront parqués dans des placards, attachés de force, complètement paniqués, pendant que les voleurs forçaient le coffre de l'hôtel, en s'emparant des bijoux et de toute la trésorerie du mois. Et en fait, ils avaient tellement bien préparé leur coup, qu'ils n'avaient pas pensé à checker la salle à manger qui, normalement, sauf ce soir-là, est vide. Heureusement pour eux.
Bon, ce souvenir a beau avoir l'air sympa, c'est pas celui que je recherchais, donc il va falloir trouver un autre moyen pour me projeter dans la tête de Jean-Marie Poiré ou de Valérie Lemercier, ou des deux, pour revenir le soir où ça s'est décidé. Et d'ailleurs, c'était pas un soir, c'était une après-midi. Oui, Paul, merci. Ça a super bien marché, hein, ton truc. Bon, par contre, il y avait juste un petit problème. Bon, j'ai peut-être oublié de te dire que dans la série, elle a un scaphandre pour respirer sous l'eau. Ben oui, l'eau, ça noie. Ouais, non, mais c'était super bien, ça m'a super bien dépanné. Par contre, ça a été un petit peu trop efficace, je suis allé trop loin dans le temps. Est-ce que tu n'auras pas une deuxième idée pour que j'aille un peu moins loin? Laisse-moi réfléchir. Si on reste dans le même délire, j'imagine que tu as une télé. Une télé? Oh oui, j'en ai plein des télés. Pourquoi? Alors faut que tu l'allumes, mais sans image. Faut que tu aies, comment dire, tu sais, comme de la neige sur les vieilles télés. Ok, d'accord, je mets de la neige dans la télé, et puis après... Tu remets le bandeau sur les yeux, et voilà. Quoi, c'est tout? Juste un bandeau? Mais tu pouvais pas le dire avant, c'est beaucoup moins compliqué que ce que... Ouais, mais ça aurait pas été drôle. Cette fois-ci, j'avais visé juste. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre pour changer le cours de la conversation et changer le cours des choses, mais au moins j'allais comprendre, ce qui était déjà énorme. La scène se passe, d'après ce que je vois autour de moi, dans un restaurant parisien, à la Closerie des Lilas, boulevard Montparnasse, et autour de la table, Jean-Marie Poiré, face à Valérie Lemercier. C'était LE moment que le réalisateur attendait, celui où il fallait convaincre son actrice de reprendre son rôle dans la suite des Visiteurs. Condition sine qua non pour que les décideurs valident l'énorme budget de ce deuxième film, plus de 140 millions de francs, soit 4 fois plus que le premier. Mais jugeant sa participation indispensable, au même titre qu'un Christian Clavier ou qu'un Jean Reno. Mais on en a parlé dans la dernière vidéo, mais le tournage des Visiteurs était tout sauf une partie de plaisir en ce qui la concerne. En effet, on en a parlé, même si aujourd'hui sa prestation maniérée et très snob, qui lui allait comme un gant, fut reconnue et récompensée par un César, et même 2 Césars si on compte Corned Beef, la magie a surtout opéré car elle s'était redoublée à 50% en post-production pour en arriver à ce résultat-là. Polar, le poncho, il n'y avait rien de marquant sur le plateau au moment où ça avait été tourné. Monsieur, il part avec votre poncho, cherchez les serpillères. D'où la mésentente entre Christian Clavier et Jean Reno, qui s'impatientaient, et il n'y avait qu'avec Christian Bugeaud que cela fonctionnait plutôt bien. Ceci expliquant cela, retourner sur le plateau avec ces mêmes personnes, ça n'avait rien d'évident pour elle, contrairement aux autres. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu ce soir-là, car pour séduire l'actrice, Jean-Marie Poiré avait choisi un très bon restaurant, la cuisine qui allait avec, et une très bonne bouteille de vin. Et cela a l'air de fonctionner de ce que je vois d'ici. En fait, non, elle ne veut pas. L'échange m'a paru bizarre entre les deux. Alors qu'ils attaquaient l'apéritif, elle avait clairement annoncé la couleur. Ce sera non, elle ne le fera pas. Mais le repas sera long. Très long. Trop long pour le pauvre Jean-Marie Poiré qui n'en pourra plus. En effet, à la fin des entrées, elle dira son premier oui, un oui qui donne espoir, avant de dire non, à nouveau, à l'arrivée du plat principal, avec comme prétexte de ne plus vouloir être dirigée par un homme. Elle va devenir réalisatrice d'ailleurs, donc elle dirigera, elle aura gain de cause. Comme quoi son problème c'était d'être dirigée tout court. Mais alors que le plat principal arrive, du poisson, elle lâcha son premier sourire et un oui qui semblait enfin plus sincère, voire définitif. Et elle lui fit une déclaration plus qu'encourageante. Non, je te jure, je suis d'accord. Ça me fait plaisir de retravailler avec toi, Jean-Marie. Bien plus qu'avec les 2 autres. Tu sais que je t'aime bien, Jean-Marie. Les 2 autres, j'adore. Christian Clavier, Jean Reno, les 2 autres. Bonjour l'ambiance. Valérie Lemercier va jusqu'à lui dire que quand c'est oui, c'est oui. Jean-Marie Poiré lui rappelant que malgré le tournage du premier film, ils avaient tous passé de bons moments et qu'ils avaient aussi beaucoup rigolé. Vous me direz, qu'est-ce qui s'est passé? C'était conclu. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans les toilettes, elle a dû se regarder dans le miroir en se disant « Non, je ne vais pas le faire ». Alors je dis pas ça en mal, hein. Mais tout ça pour dire que le caractère n'est pas facile à maîtriser. Ça doit être comme tourner avec Anémone. Ça doit pas être facile. Ce qui veut pas dire qu'elles n'ont pas un immense talent, l'une et l'autre. Mais à son retour des toilettes, son humeur avait à nouveau changé. Elle ne souriait plus. Elle semblait contractée, tendue. Et c'est alors que les entrailles de Jean-Marie Poiré se glacèrent définitivement. J'ai bien réfléchi, Jean-Marie. Je vais pas le faire. De
Tout ça pour vous dire quoi? Dans ces deux scènes que je n'ai pas volées dans leur mémoire, contrairement à ce que j'ai montré, mais vous vous en doutez, mais j'ai tout simplement pris dans le livre de Jean-Marie Poiré qui est derrière moi, je sais pas si on le voit, mais c'est pas grave, qui est riche d'informations, hein. Il est riche en anecdotes, et c'est pour ça que j'ai refait les vidéos sur les 4 visiteurs, c'est que ce livre il n'existait pas à l'époque. Il a été changé en boule de merdasse. On a dérobé la bijouterie du duc. Donc tout ça pour dire que ramener le problème des Visiteurs 2 à l'absence de Valérie Lemercier, pour moi c'est un non. C'est trop facile, parce que même si elle avait dit oui, le fait qu'elle soit dure à gérer, et sur un plateau, et avant, et même après, et rien ne nous dit qu'elle aurait réussi à réitérer sa prestation dans le 1, sachant que dans le 1, je le rappelle, ça s'est fait en 2 temps. Ben Jean-Pierre est amnésique. Il l'appelle Godefroy comme il l'appellerait Henri ou Suzanne. Je comprends pas, mais qui est amnésique? Ton cousin Hubert? Ou l'autre putois, là? Et voir une Valérie Lemercier dans le 2, mais en dessous de son niveau dans le 1, ça aurait autant déçu le public que de voir Muriel Robin à sa place. Et ça, j'en suis persuadé. Non, le problème des Visiteurs, il est ailleurs, et on va en parler. Malheur à une fille de pouille si elle ne porte pas cette relique sur elle le jour de ses noces. Un seul s'en est retourné, comme l'avait exigé l'enchanteur. Si 5 ans sont passés entre les deux films, bien que 2 ans soient passés entre-temps par là, c'est par crainte de ne pas être à la hauteur des attentes et c'est normal et ça peut se comprendre. Les Visiteurs est devenu un phénomène culturel, de par ses répliques, l'explosion de certaines carrières, comme celle d'Isabelle Nanty. Mais ça marche très bien, c'est Sam comme bonjour. Il est comme tant, c'est cochon ce garçon. Mais attends. Et s'il était obligatoire, ne serait-ce que pour l'offre et la demande, de continuer, la non-participation de Valérie Lemercier, proportionnellement aux attentes démesurées du public, est vécue par Jean-Marie Poiré comme un accident industriel. Car il est très déçu. Et sa déception, il va la reporter sur son plan C, parce que c'est même pas son deuxième choix, on va en parler, mais Muriel Robin va clairement le ressentir. Elle n'était pas désirée sur ce film. Ça a été une aventure malheureuse quand on vous a demandé de faire Les Visiteurs 2. Pareil, vous vouliez pas le faire, fallait trouver quelqu'un qui succède à Valérie Lemercier. C'était pas facile. Oh, mais vous voyez... l'avez fait. Mais oui, mais c'est pareil. Et là encore, peut-être vous auriez pas dû. Mais parce que ouais. Ben non, j'aurais pas dû. Bien sûr que non, j'aurais pas dû. Vous voyez bien, ça fait comme 2 fois dans une carrière où j'ai pas beaucoup de tournage. Je viens remplacer Isabelle Mergo, je dépanne, mais j'aurais pas dû. D'ailleurs, le producteur Alain Tergent est tellement déçu que trouver sa remplaçante ne sera pas facile, bien que Jean-Marie Poiré avait un plan B en tête. Sabine Azéma, que Jean-Marie Poiré trouvait brillante, mais personne d'autre n'en voulait, ne la voyant pas comme une vedette, mais plutôt comme un second rôle. Un second rôle comme celui de Cora de Montmirail, par exemple. Comme d'habitude, tu as dégoté des copains qui sont top. Rôle qu'il va proposer à l'actrice, mais celle-ci, hésitant, refuse. Un premier rôle oui, un second rôle non. Et ce rôle ira finalement à Claire Nadeau. Allô? Ah, bonjour monsieur. Plusieurs autres noms vont circuler, et tous vont être refusés, ne serait-ce qu'à l'idée de ne pas avoir un nom bankable pour assurer des entrées. Et si on n'a pas Valérie Lemercier, on revoit le budget à la baisse, comme la dernière fois. Le budget accordé étant initialement prévu autour des 140 millions d'euros. C'était énorme. Car le film allait intégrer bien plus de gags et d'effets visuels. Clairement, il a été conçu comme un blockbuster, et non pas comme une suite de comédies. Et voici pourquoi. En réfléchissant à ce qui avait fait le succès du premier film, Clavier et Poiré réalisèrent qu'il était impossible de réitérer le mélange plutôt subtil du premier film, qui était à la fois un film fantastique, une comédie, un film historique, un film à suspense, avec des gags, mais parfois émouvants. Embrasse très fort Florian et Ondine de la part d'un vieil ancêtre. Et garde simplement au fond de ton âme petit souvenir de moi. Ce qui était certain, c'est que Les Visiteurs 1 n'était pas drôle tout le temps. Il faut attendre 20 minutes, c'est vrai. Mais 20 minutes qui vont aider à rire d'autant plus après. Ce que le producteur n'avait pas compris à l'époque. J'ai surtout vu que tu as fui comme de coutume. Bourse molle. Tiens, Godefroy, le roi vous fait mander. Bourse molle, bourse molle. Mais ils se sont mis en tête qu'il fallait s'affranchir de ce défaut qui n'en était pas un, pour que le public rit directement, comme si le 1 avait servi de phase d'exposition, et que là on pouvait se lâcher d'entrée. Cassez-vous, mamie. Et que si on faisait autre chose, c'était décevant, forcément. Et c'est là leur erreur. D'ailleurs, Les Visiteurs est un film qui est à la fois un film qui est à la fois drôle. Tout le monde se souvient que c'est un film drôle. Mais c'est un film d'aventure, c'est aussi un film fantastique, qui par moments faisait peur, et ça pouvait être un film par moments émouvant. Certes, Les Visiteurs décollent vraiment d'un point de vue comique une fois passées les 20 premières minutes du Moyen-Âge,
Mais elles étaient nécessaires pour le décalage. Sans Moyen-Âge au début, y a rien de drôle à les voir débarquer et à détruire une voiture d'un postier. Et selon Christian Clavier et Jean-Marie Poiré, dans leur esprit, le public n'aura retenu que les rires, que les moments drôles, et ils auraient oublié les parties plus calmes du film. J'ai quand même été à l'origine de cette scène où Katia pleure et où elle jette, et évidemment cette réplique, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres, est un rire phénoménal parce que ça vient après un moment d'émotion. Et oui, mais c'est ça aussi, hein, c'est pas toujours en continu, Voilà. il faut faire des pleins et des déliés. Et ça, c'est toujours un truc fantastique. Et si le film jouait à nouveau sur toutes ces gammes-là, il était probable que le public serait déçu, car cette fois-ci, le public voulait rire directement. En tout cas, c'était dans leur tête. Comme le premier avait déjà installé l'ambiance, pas besoin d'une exposition moyenâgeuse. On peut attaquer direct par les gags, du début à la fin. Mais hors de question de retourner à Carcassonne cette fois-ci. Le lieu de tournage qui avait déçu lors du premier tournage, qui plus est était un mauvais souvenir à cause des intempéries du début de tournage, on en a parlé dans la vidéo précédente, et la partie moyenâgeuse, qui sera quand même plus importante dans ce film étant donné les allers-retours dans le scénario, en sera tournée à Bénard-et-Cazac, en Dordogne principalement, aux abords du château de Bénac pour la reconstitution du château de Montmirail, qui va bien changer par rapport au premier film, mais ce n'est pas grave. Mais le film sera également tourné au château de Pierrefonds, dans l'Oise, tout comme le château d'Ermenonville, qui avait explosé au niveau de ses visiteurs. Pas fait exprès celle-là. Qui avait explosé au niveau de ses visiteurs après la sortie du premier film. Et enfin le château d'Esclimont, le château du rival de Godefroy le Hardy, Marie de Cora, où aura lieu le mariage en fin de film. Ou encore dans les Yvelines, comme la dernière fois, ou encore en Seine-et-Marne, dans les ruines du château de Monceau. Mais c'est Monceau, ma fillette. Comment ça, Monceau? Pour la fin qui se passe en pleine Révolution française. Beaucoup de paysages et beaucoup de décors plutôt réalistes. Pouah, c'est laid! En tout cas, ils avaient l'embarras du choix. Ils avaient le soutien des régions, étant donné l'impact touristique des visiteurs 1, que ce soit à Carcassonne ou dans le château de Jacquard, qui a explosé x10 au niveau des demandes, c'était beaucoup plus simple d'obtenir des autorisations de tournage. Au contraire, elles étaient les bienvenues. Calmez-vous, Jacques-Henri, d'éviter ma visa. Et ça va permettre de passer beaucoup de temps à l'écran au Moyen-Âge, sans avoir la crainte, comme dans le premier film qui s'est tourné à Carcassonne, de voir des antennes et des choses qui n'ont pas lieu d'être là alors qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle ou de logiciel de retouche pour les enlever, parce que je le rappelle, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des plans, des paysages où il y avait que du vert. Reste que le rôle de Béatrice de Montmirail est toujours vacant. Et le nom de Muriel Robin sera un déclic. Bien qu'ils y avaient déjà pensé dans un premier temps, pas en premier j'insiste, mais assez tôt tout de même, le nom de cette vedette du one-man show, ou du one-woman show, était commercialement viable pour les producteurs. Elle était même plus connue que Valérie Lemercier. Et flattée par l'idée que sans elle le film se ferait mal, voire pas du tout, elle accepte, pour dépanner, mais elle le regrettera assez rapidement. Pourtant le tournage débute bien. Nous sommes le 13 mars 1997, et malgré un froid presque polaire, dans la commune de Bénard-et-Cazac, pour un tournage prévu sur 17 semaines, c'est long, et on commence par toutes les scènes se passant au Moyen-Âge. Avec par exemple Godefroy au début du film qui ne se rend pas compte que son escuyer n'est pas rentré avec lui. Ou dans un second temps, toutes les attaques subies par Jacouille et Jean-Pierre, qui seront tournées durant les premières semaines. Un chevalier attaque, monsieur Jacouille! Et cela se passe plutôt bien pour Muriel Robin, qui dans le rôle de l'ancêtre de Béatrice, n'est pas obligé de forcer son jeu pour se caler dans les pattes de Valérie Lemercier. Qu'est-ce donc ce coupe-jarret? D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à reprocher, même rien du tout, sur la prestation de Muriel Robin, tant qu'elle joue Frénégonde. C'est très bien. Dites à mon aimé que mon père ne veut point rester en ce lieu, où il pense qu'on l'a ensorcelé. Nous attendrons une demi-lutte dans la forteresse de mon cousin Amaury et supplier messire Godefroy de m'y rejoindre avec la relique de Sainte-Rolande. De plus, la partie déguisement, la partie Moyen-Âge, c'est sympa à tourner. C'est des paysans. Le costume, ça aide à se mettre dedans. Malheureusement, de nombreuses scènes seront coupées d'ailleurs au montage sur cette partie-là, qui devait être bien plus longue, le film faisant dans sa version Director's Cut 2h10. Et ce sont les parties moyenâgeuses, moins propices aux gags, qui en pâtiront le plus. Par exemple, toutes les scènes autour du personnage de Petroni, ou presque, seront retirées. Elles auraient dû être le centre de cette partie du film. Petroni rencontrant les divers personnages. Jacquard, en premier, qu'elle prend pour Jacouille, et elle essaye de l'embrasser pour ça, comme Jacouille est son courtisan, mais Jacquard va la repousser car il ne comprend pas. D'où sa poursuite par l'inquisiteur, qui l'accuse non pas de fuir parce qu'il est soi-disant coupable, Arrêtez-le! S'il fuit, c'est que je suis coupable!
Mais il fuit parce qu'il a soi-disant violenté une innocente. 2h10 dans le premier montage, ça montre bien qu'ils ont été trop généreux dans l'écriture parce qu'une comédie ne fait pas 2h10. C'est trop long. Tout ne rentre pas dans un seul film, mais dans deux, oui. Je suis prêt à rejoindre votre secte et à vous envoyer un gros chèque de cotisation dès que je serai rentré chez moi. Sachant que dans le 1, ils ont été frustrés de ne pas pouvoir faire les deux en un, là ils avaient le moyen de le faire, bah ils l'ont pas fait. Une connerie. On va chez Dame Béatrice, la bouffiasse. Le petit chameau. Au lieu de ça, ils vont tout mettre et ils auront le temps de rien finir, et c'est les scènes moyenâgeuses qui vont le plus souffrir du montage final. Cette Petroni, prête à tout pour se trouver un homme apparemment, jette son dévolu sur Jean-Pierre, mais lui aussi va la repousser. Et il ne restera malheureusement quasiment rien de cette scène dans le film. Remplacé en post-prod comme dans le 1 par un autre dialogue où il dit « S'il fuit, c'est qu'il se sait coupable ». Arrêtez-le! S'il fuit, c'est qu'il se sait coupable! Ce n'est pas ce que dit le comédien lorsque ça a été tourné. Décidément, c'est devenu une habitude dans les visiteurs au niveau des tournages. Tout comme le personnage de Prosper le Pyrénéen, tel que vous le voyez à l'écran, qui, comme beaucoup de personnages secondaires, disparaît sans laisser de traces, bien que dans la scène qui est tournée actuellement que vous voyez, il y avait bel et bien une confrontation entre Jacouille et son frère, où ils allaient en venir aux mains. C'est vrai que dans le film, les deux frères disent indépendamment qu'ils ne peuvent pas se blairer. Colle-moi mon frérot! Ça fesse mon frère! Mais bon, on ne le verra pas et on saura jamais pourquoi au final. Donc autant rien montrer. Même si dans le making-of, je vous ai montré des extraits, on voit à un moment donné qu'ils se battent. Dans la version longue, qu'on ne verra jamais. La dentelette de Saint-Roland. Maman d'un fil gracieux, hein. C'est une belle pomme, Dame Ginette! C'est comme le duc de Louigny, dit le buté, qui après une bataille plutôt sympa dit « Je reviendrai, mon mirail !» Je reviendrai, mon mirail! Et non, il revient pas. Pas le temps, puisqu'on reviendra plus dans le Moyen-Âge. Quand tu fais un truc dans le cinéma, c'est la règle numéro 1, tout ce que tu dis ou ce que tu montres va être utile dans le film. Bah dans Les Visiteurs 2, ça ne s'applique pas du tout. Ok, je viens de décanter un cheval blanc 61 pour l'apéro, une merveille. Le bourguignon! Alors oui, il y a son descendant dans le futur qu'on verra, même s'il y a tellement pas de rapport entre les deux, il y a un quiproquo qui aurait pu mal finir. Mais une fois qu'on a passé ça, il n'y a plus aucune interaction entre Godefroy et soi-disant son ennemi. Calme-toi, mon Jacouille, cet homme n'est que le petit-fils du buté. Il y a plein de petits exemples comme ça qui ne vont nulle part, qui sont prometteurs et qui n'auront jamais de réponse. Encore une fois, dans cette partie de tournage, tout se passe plutôt bien, malgré certaines petites frayeurs et un confort direct, notamment lors de la scène de la torture du pauvre Jacquard, qui doit boire de l'eau croupie, une scène pas évidente à tourner. Stop, 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 stop. Clap de fin. Très bien. 19 sur 16, quatrième clap de fin. Mais c'est la deuxième partie du tournage, comme dans le premier film, dans l'époque moderne, qui sera la plus pesante. Car c'est quand elle joue le rôle de Béa qu'il est demandé à Muriel Robin une chose impossible. Ne pas jouer Béatrice de Montmirail, mais de jouer Valérie Lemercier. Une situation très inconfortable pour l'actrice qui n'a pas les mêmes facilités, et on peut pas lui en vouloir pour ça, à jouer la snob. Sans compter qu'encore une fois, que même Valérie Lemercier, sur le tournage du premier film, n'y arrivait pas non plus. J'insiste là-dessus. Et je trouve même qu'elle a d'autres qualités que Valérie Lemercier. Normal, ce sont deux personnes distinctes, et qu'il aurait fallu jouer à fond le caractère spontané et différent, plus chaleureux, de Muriel Robin. Pourquoi Jean-Pierre, tu es odieux? Monsieur Houille est un bon copain et tu lui claques la porte au nez. Elle est moins coincée, elle est plus chaleureuse, naturellement. Et en plus, ça aurait été le meilleur moyen de pas du tout penser à Valérie Lemercier. Ce sont des offrements pour Dame Béatrice, la pouffiasse, ma jante maîtresse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Offrement? Ça, c'est la deuxième grosse erreur. Et encore une fois, je refuse de tout mettre sur le dos de Muriel Robin. Elle a joué comme on lui a dit de jouer. Moult merci, gente serviteur. Et en fait, ils vont lui demander de faire en direct ce que Valérie Lemercier n'avait pas réussi à faire sur le plateau puisqu'elle s'est doublée elle-même. Peut-être que si Muriel Robin s'était redoublée elle-même, ça aurait été peut-être mieux, mais non, c'est pas son truc, quoi. Ce n'est pas une snob. Apportons de ces bonnes victuailles dans la cuisine, gentil serviteur. Précisément, Dame Béatrice, la bouffiasse. Hein? Je la trouve même parfois bonne, en fait. Elle est juste très mauvaise quand elle prend l'accent snob, mais ce qui n'arrive pas tout le temps. Ça arrive à 3-4 fois dans le film. Ça arrive là, par exemple. Non, ne crachez pas! Aïe, 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 c'est tellement pas elle, ça. On sent bien que c'est pas son truc. Ce qui est le plus dingue, c'est que personne n'ait vu ça sur le plateau. Tu laisses les deux Romanos seuls dans la maison? Tu as raison, je vais les coller devant la télé, ça les répète. Qu'on lui demande de le jouer normalement, et on prend la meilleure version pour le montage. Mais qui peut dire que ça? On est ultra proche de la série aux frontières du réel. Tu sais, c'est cette série que tu détestes. Les enfants adorent.
Les enfants adorent, mais... Enfin, vous voyez bien qu'il y a un problème. Sauf que ça n'arrive pas souvent, et c'est là où il faut tempérer, modérer. Il n'y a que 4 ou 5 phrases comme ça qui sont énormes, hein, mais proportionnellement à tout ce qu'elle peut jouer dans le film, c'est pas tant que ça. Arrange-moi, arrange-moi. Il y a aussi ça, par exemple. Je n'ai aucun préjugé, mon mari est un gueux et ça ne me pose aucun problème. On est ravis. Enfin voilà, ça c'est dommage, mais je trouve ça un peu sévère que le public n'ait retenu, ou qu'une majorité du public n'ait retenu que ces moments-là, parce qu'il y a d'autres moments où elle parle tout à fait normalement ou presque, où je trouve que ça passe bien. Ce sont des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Au passage, pour rebondir sur les visiteurs, que les enfants adorent. J'ai bien fait. La série X-Files n'existait pas en 92, date supposée des événements du 1. X-Files a été diffusé fin 93 aux États-Unis et un an plus tard chez nous en France. Donc bonjour l'anachronisme, il y a une tonne d'anachronismes dans les Visiteurs 2, qui ne sont pas dérangeants. Hein. Par exemple, lorsque Jacquard sort son téléphone au Moyen-Âge pour chercher du réseau, un gag très efficace, au cinéma on avait tous ri. Aucun réseau, bravo, merci Tineris. Mais ça commençait à avoir un sens en 98, date de sortie du film, où les téléphones portables, en France, se démocratisaient. Mais c'était pas du tout le cas en 92. Y a pas mort d'homme. Pour ceux qui auront l'anecdote, ou la référence plutôt. En 92, ils étaient rares, et plus gros. Le modèle de Sagem qu'il a en main n'existait pas en 92, j'ai vérifié. Car Sagem a commencé les GSM, on appelait ça comme ça à l'époque, en 95. Mais il n'y a pas de mal à vouloir surfer légèrement sur l'actualité du tournage, et quitte à oublier quelque part les années d'avant dans le premier film qui sont pas tout à fait les mêmes, je pense que c'est voulu. Ils se sont dit, ce serait con de pas montrer un portable alors qu'on est en 98. Donc ça peut se comprendre, et encore une fois, ça change rien du tout. On peut juste se faire la réflexion que c'est pas raccord, mais les faux raccords ne m'ont jamais gêné dans un film. C'est comme la Renault Safrane avec le toit en chou-fleur, qui devient une Volkswagen, toujours avec le toit en chou-fleur, hein. Faut couper! Chef! Ils ont voulu être raccords sur le toit, et ils ont changé la marque. Ils pensaient peut-être que personne ne le remarquerait, et peut-être qu'en 97 c'était plus compliqué d'avoir des Safranes en l'état. Je sais pas pourquoi. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils nous l'expliquent. Mais c'est un détail, ce n'est pas gênant. Ça ne change pas la cohérence de l'histoire. Idem lorsque Jacouille détruit la télé durant le clip des Worlds Apart, ce clip n'existait pas en 1992. Et la télé, ça j'aime encore une fois, sponsor, l'un des nombreux sponsors du film avec le crunch. Eh ben voilà, ça c'est grave ici. Elle a fait merder le crunch! Voilà, je ne blâme pas ces faux raccords ou ces anachronismes, même pas ceux du Moyen-Âge où certains pourraient dire qu'on brûlait pas quelqu'un aussi rapidement, que l'Inquisition c'était 2 ans après et pas à cette époque-là. Oh, on s'en fout. Je suis pas historien et honnêtement, il y a que eux qui le relèveront et encore une fois, ça n'enlève rien à ce que le film veut t'envoyer comme message. On va retourner chez cette bonne maîtresse, on fera dur labeur pour elle. Par contre, qu'on contredise le caractère des personnages d'un film à l'autre, là ça me contrarie. Elle nous donnera bonne pitance et bonne protection. Là c'est gênant. Dans ce film, j'ai assez mal pris l'arrivée d'autant de nouveaux personnages. Il n'y avait pas besoin à mon sens. Par exemple, que l'on voit à peine Gibbon dans le film, mis à part la scène de l'hôpital. Ils viennent du Moyen-Âge! Évidemment! Oh là, Pillon! Ça m'a pas plu. Car Gibbon était remplacé, poste pour poste, par le capitaine Batardet, joué par Christian Pereira, qui avec le recul, était tout aussi bon. Avec le recul, il jouait très bien, hein, cet acteur. Ce personnage est assez différent, il prend beaucoup de place je trouve, c'est le seul qui va presque au bout, mais je l'avais perçu comme une intrusion. C'est pas parce que des gars sentent des pieds qui viennent forcément du Moyen-Âge. Je préférais Gibbon, qui est là en plus. C'est pas comme s'il était absent et qu'il fallait le remplacer. Il est là, sauf qu'il va pas quitter son lit. Il faut être complètement con pour ne pas s'en apercevoir. On va l'endormir un peu contre son gré et on ne saura pas ce qu'il est devenu. C'est un caméo, rien d'autre. Malin! Vous êtes tous des malins! Et le coup de Gibbon qui nous était tous dans un carnet, soi-disant, bah pareil, c'est comme Ginette qui venait du Moyen-Âge dans l'intro. Ses camarades m'ont dit qu'il prenait ses notes sur un petit Clairefontaine spiralé A. D'où ça sort? On l'a pas vu ce carnet dans le 1. Il y a trop de choses qui changent, ou qui sont pas annoncées. Idem pour le docteur Bovin, mémorable dans le film avec sa dose de cheval, l'une de ses répliques. Mais enfin! Je vais lui donner une bonne dose de cheval. L'une de ses seules répliques qui sort de nulle part d'ailleurs avec ce plan horrible, Jean-Marie Poiret faisant des plans panoramiques sur des visages, ce qui n'a aucun sens et ce qui contribue à leur déformation. C'est une pénible mission que la mienne, mon fils, mais sache que c'est pour te libérer du malin que nous allons faire ce que nous allons faire. Mais c'était son style, mais son personnage disparaît presque aussi vite. Je le brûlerai!
Je l'assiégerai! Bah lui non plus, il reviendra pas. Hein. Peut-être qu'on l'aurait vu dans un troisième film qui aurait été tourné dans la continuité de celui-là. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais du coup, quand tu vois la fin du 2, c'est mal barré de revoir Godefroy au Moyen-Âge, alors que tu finis en pleine révolution. Hérétique! Château d'hérétique! En fait, la fin du 2 va condamner toute la suite. C'est un petit cliffhanger final, mais ça va plomber toute la saga. Il va falloir être fort aimable avec ce Jacques Pouillet! Avec le buté et l'inquisiteur qui aurait pu s'associer contre Godefroy, qui doit se battre pour préserver la vie et de Jean-Pierre et de Jacquard, même s'ils les apprécient pas forcément. Au bûcher! Le feu le plus... Mais ça n'est qu'une face, il Il y avait de quoi faire un Visiteur 2 inversé par rapport au 1, avec deux personnes du futur, projetées dans le Moyen-Âge, donc c'est un effet miroir, et le 3, ça aurait été la Belle. On a retrouvé votre Jacouille. L'inquisiteur veut le brûler vif en place du Bourget de Montmirail. Mon Jacouille! On aurait été chercher la dentelette de Sainte-Rolande. Et je comprends parfaitement que commercialement parlant, un film qui se passe aux 3/4 au Moyen-Âge, c'est beaucoup moins vendeur. Ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné! Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau! Donc encore une fois, je comprends les erreurs. Tout comme Ariel Semenov, qui doit avoir à peine une réplique dans le film cette fois-ci, c'est le frère du patron. C'est le frère du patron! Super! Et c'est logique, encore une fois, vu que le casting est très enrichi. Trop enrichi. Alors parfois c'est réussi, comme l'arrivée à l'hôtel de Jacques-François, l'acteur ayant été vexé de ne pas avoir joué dans le premier alors qu'il participe toujours au film de Jean-Marie Poiré. Deux rôles sans nom, tellement ils ont pas d'importance sur l'histoire, ils sont juste là en tant que caméo, et qu'est-ce qu'il y a comme caméo dans ce film? Mais Jacques-François il est excellent, comme toujours. Mais ils sont là pour faire joli. Sylvie Joly. Je viens de percuter. Arrêtez de m'emmerder! Mais ils ont aucun impact sur l'histoire, ils ont aucune influence sur le scénario. Ils sont là pour conduire Godefroy et Jacouille dans un endroit où ils n'iront jamais. Oh, ça y est, ça y est! Ta gueule! Quand tu y réfléchis, encore une fois, le film est rempli de choses dispensables, de personnages dispensables, qui ne font rien avancer, et qui ne font que ralentir la progression, alors qu'on n'a pourtant pas le temps de finir le film. C'est hyper paradoxal. Même si, encore une fois, voir Jacques-François, à chaque fois, c'est un régal. On peut aussi citer Roger Dumas, ça fait plaisir de le voir, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter par exemple le personnage de Cora. Question cette femelle, il faut lui couper la langue! Non pas en tant que telle, parce qu'elle est impeccablement jouée, mais c'est de ne pas en avoir entendu parler dans le 1 qui me paraissait incohérent. Tu es toujours aussi désagréable, alors là, j'ai plus aucun doute, c'est bien toi. Même chose que le carnet de Gibbon dans le 1. Le fait qu'on n'ait pas entendu parler de Cora de Montmirail dans le 1, bah c'est logique, c'était pas écrit. Mais le 2, du coup, t'amènes ça comme un cheveu sur la soupe. Alors que Béa et Jean-Pierre pensaient avoir affaire au cousin Hubert. Donc c'était normal, en sachant ça, de prévenir sa femme tout de suite. Et c'est d'autant plus étonnant que l'initiative vienne de Jean-Pierre, qui pourtant, d'après ses dires, n'avait pas connu son mari. Celui qui était pilote de rallye, je ne l'ai pas connu. Donc dans le 1, les deux pensent logiquement que c'est Hubert, puisqu'ils peuvent pas imaginer un voyage dans le temps, mais ils ne préviennent pas sa femme. Si je me suis bien gardé d'appeler cette peau de vache quand je pensais que Godefroy était Hubert... Et au début du 2, alors que l'un sait qu'il vient du Moyen-Âge, et que l'un dit à l'autre qu'il vient du Moyen-Âge, c'est ce moment-là où Jean-Pierre, qui n'a pas connu Hubert, va avoir le réflexe d'appeler sa femme. Quand même la moindre des choses de la prévenir du retour de son mari. Encore une fois, c'est comme Dame Ginette, qui soi-disant viendrait du Moyen-Âge. Je n'ai pas accepté que quiconque puisse écrire ça. Nous mangerons tous à table, il n'est pas question que je vous laisse manger par terre avec votre ami. Alors ça a été écrit pour le gag où Béatrice va prendre Ginette, non pas pour une clodo, mais quelqu'un qui n'est pas de son temps. Il y a beaucoup trop de choses insolites pour vous dans une maison d'aujourd'hui. Insolites. Et ce qui est censé être drôle, c'est le regard de Dame Ginette, qui comprend pas et qui pense qu'on est en train de la mépriser socialement. Oui, des tas de choses que vous ne pouvez pas connaître. Mais c'est mal fait, parce que c'est tellement gros que Béatrice se dise avec le dialecte, avec la façon de parler de Ginette, qu'elle puisse être du Moyen-Âge. Et jusqu'au bout, hein. Ah, vous m'étonnez fort, Dame Ginette. Vous venez cette Cadillac comme un as. Ça rend le personnage de Béatrice tellement con. Et pourtant, Muriel Robin arrive à le faire passer. Donc comme quoi, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. J'ai des trucs à fourguer. Je te retrouve aux zinc. Tout ça, c'est dû au scénario. Parlons-en de Ginette, qu'on n'a pas abordé dans la première vidéo, mais c'était fait exprès. Elle et Jacouille sont les personnages les plus dénaturés, les plus sacrifiés dans cette suite. Elle passe d'une femme dans le besoin dans le 1, mais plutôt débrouillarde et amicale, et même attachante, à une femme malhonnête, grossière, qui vole la fortune de Jacouille, qui vole sa voiture, qui vole dans un magasin alors qu'ils sont pourtant riches. Et la scène a été coupée. Elle était bien plus longue, encore. Normalement, à un moment donné, à force que le patron leur gueule dessus, elle lui montre, très fière d'elle, une grosse liasse de billets de francs, en lui disant qu'ils ont les moyens de payer. Mais dans ce cas-là, surtout quand tu imagines ça et que tu le sais,
Pourquoi est-ce qu'elle vole en cachette? Ça ne pas ta poiscaille. Alors raison plus. Ça la rend juste insupportable. Et même au niveau du maquillage, de la coiffure, c'est presque une autre personne. Mais ça n'est rien comparé à Jacouille. Alors que Clavier soit en surjeu et ne fasse que gueuler à 100% de ses répliques, c'est une chose. Et en plus, ça marche pas si mal. C'est un choix pour faire rire, ils ont voulu faire rire, ils ont assumé, ils l'ont joué à fond. Par contre, que le personnage oublie ce qu'il a appris dans le film précédent, non. Par exemple, dans le premier film, Jacouille est plutôt débrouillard, on l'a dit. Il s'habitue très vite à la voiture. Vous allez pas être malade. Ouvrez les yeux, messire Godefroy. Vous allez vous accoutumer vite. Il apprend à servir d'un téléphone, contrairement à son maître d'ailleurs. Et là, le téléphone, c'est comme s'il avait oublié. C'est comme s'il l'utilisait pour la première fois. Je me demande s'ils ont regardé le 1 avant de refaire le 2. Qu'ils ne comprennent rien, c'est une chose. Qu'ils soient cons, c'est une autre. C'est pas l'impression qu'il me donnait dans le premier, où il fait son trou, il se crée sa propre chance en voulant rester dans l'époque moderne. Et là, ton monsieur Houille. Monsieur Houille. Je m'esquive, je vais retrouver Dame Ginette. Il voulait son indépendance. Ce qu'il aura bien plus au final dans Les Visiteurs en Amérique, l'un des rares points forts du film, on en parlera une prochaine fois. Alors que là, le premier réflexe de Jacouille, en prix de liberté, Putain, c'est le gîte. Mais qu'est-ce qu'il dit ce con? c'est de rentrer faire la boniche pour Coconne, comme dit Dame Ginette, qui a raison pour le coup de s'en étonner. Pour la putain, c'est le coucher. Quoi? Pour toi, je veux pas faire l'arbitre. Ça ne tient pas, c'est juste un prétexte pour faire revenir tout le monde ensemble, parce que sinon il n'y a pas de film. Toutes ces sensations bizarres, entre chaud et froid, entre rire et questionnement, je l'ai ressenti en salle, je m'en souviens très bien. Mais les rires l'ont emporté. C'est comme si je ne voyais pas les défauts, emportés par les explosions, les destructions de Jacouille, et le rythme hallucinant qui, quelque part comme dans un taxi, t'empêche de trop te poser de questions. Pour Taxi 2, par exemple, à vitesse réelle, à vitesse plus lente, on va dire, tu vois pas mal d'incohérences, mais le film va tellement vite, et c'est une qualité, que t'as pas le temps de t'arrêter et de réfléchir, sinon tu rates le film. Donc en fait, tu es transporté. Et le film a cartonné, 8 millions d'entrées. Sauf que ce qui a fait 14 millions d'entrées dans le 1, c'est le bouche à oreille qui a poussé les familles à le voir plusieurs fois, qui a poussé certaines personnes à le voir 2, 3 ou 4 fois, alors que cette fois-ci, je pense que personne n'y est retourné. Ou très peu. Quoique j'y suis allé 2 fois. Mais je pense que dans le 1, il y en a qui y sont allés 4 ou 5 fois. C'est ça qui fait passer un film de 8 à 12 millions ou 14 millions. Mais c'est bien des années après, en grandissant, que j'ai réalisé que Les Visiteurs 2 n'avaient certes rien de honteux, mais que le film avait été victime de mauvais choix dans la préparation. Mauvais choix qui n'ont pas empêché Les Visiteurs 2 d'être un très grand succès, qui n'est pas donné à tout le monde. Mais très grand succès parce que porté par l'aura du 1. Le film aurait été une merde, il aurait quand même fonctionné. Par contre, ces mauvais choix vont condamner ce qui se passe derrière, parce que le public est à moitié perdu. Revenons encore sur ces mauvais choix de plus près, et mettons aussi en avant les qualités indéniables du film, parce qu'il y en a. Outre les personnages méconnaissables pour la plupart, il y a surtout le problème d'un scénario ultra chargé. Trop chargé, beaucoup trop. C'est la même chose que pour Les Anges Gardiens, où il y avait de la place pour faire 2 films. Un à Hong Kong et un en France. Ici, c'est quasiment pareil. Il y avait de la place pour 2. On en a parlé tout à l'heure, mais j'insiste. On voit un petit peu de futur pour qu'on comprenne pourquoi Jacquard et Jacouille arrivent dans le passé. Bonne idée ça, un bon cacao. On n'en fait jamais. Mais après, quelque part, on ne doit pas revenir. Ils sont dans la merde parce que du coup, ils vont se faire brûler parce qu'ils ne sont pas de là-bas et on les prend pour des sorciers. Encore un ensorcelé. Godefroy doit quand même faire en sorte de les ramener dans leur époque. Et puis tu te rends compte que Jacouille revient avec ses bijoux. Et en fin de film, on y retourne. Cliffhanger, allons chercher la dentelette de Sainte-Rolande. Alors c'est facile de le dire après, hein. Mais c'était le seul moyen d'avoir un Visiteur 3 rapidement. Parce que la révolution, encore une fois, c'est pas comme une bicyclette. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, la révolution à la fin, ça plombe tout. Mais je pense que les gens voulaient vraiment voir Jacouille tout casser. Et c'est normal, encore une fois, qu'ils aient eu ce réflexe-là de dire il faut donner plus de ce qui a marché dans le 1 au niveau du riromètre. Quitte à détruire la qualité et à rendre le film super bourrin. Ce qui peut être étonnant, parce qu'à la fin du 2, si on choisit d'aller dans la Révolution, on fait une croix sur ces fameux anachronismes. À se demander s'ils avaient vraiment imaginé une suite après le 2, ou est-ce que c'était juste un cliffhanger pour dire ça ne s'arrêtera jamais. On peut se poser la question. Mais, avec le recul, ce n'est pas pardonnable de ne pas avoir conclu, car on sent qu'ils se dépêchent d'en finir en 1h50,
qu'ils ont l'air pressés pour ne finalement pas donner de conclusion. Le 3 fera pire, hein. On va attendre 18 ans à peu près pour avoir un film beaucoup plus mou qui va en plus se permettre de ne toujours pas conclure, alors que le film est rempli de vide cette fois-ci. Ok. Ça, c'est le plus gros scandale des années 2010. Mais cette fin, dans l'époque de la terreur, ça explique peut-être le choix plus facile de faire les visiteurs en Amérique au détriment des visiteurs 3. Tu peux pas dire dans le 2 que tu vas faire le film le plus drôle qu'ils aient jamais vu pour faire des visiteurs 3, un film où tout le monde va dormir dans la salle. C'était bien, mais je me suis endormie. On les a pas tellement vus passer les 2 heures. À part toi, tu as dormi, tu as ronflé. C'est pas possible. Donc le remake était beaucoup plus facile à aborder. Just visiting. What is it, Master? Clean water. They're bathing in the toilet. The long towel has a good fragrance. Donc à cause de ça, pas de conclusion satisfaisante pour Jacouille, pas de conclusion satisfaisante pour Godefroy, et en fait aucune conclusion satisfaisante pour qui que ce soit. Le maréchal des logis Gibbon quand on est au second rôle, tout comme Dr Bovin, tout comme l'équipe de l'hôtel de Jacquard, tout ça c'est dommage. C'est des personnages que j'aimais bien. Le fait que Gibbon ait compris qu'il venait du Moyen-Âge, ça avait un potentiel autre que ce gag-là, même si la réplique « Vous êtes complètement con » est restée énorme. Vous êtes complètement con pour ne pas s'en apercevoir. Mais c'est dommage qu'après on ne sache pas ce qu'il devient. C'est dommage que Jacouille devienne un parfait crétin qui ne fait que tout détruire et gueuler. C'est dommage que Ginette devienne une personne vulgaire et voleuse. Mais Jean-Pierre, toujours impeccablement joué par Christian Bugeaud. Mais Jean-Pierre, c'est incompréhensible. Jean-Pierre disparaît au moment où il est le plus intéressant. En effet, le film nous fait la surprise de le transporter lui aussi, le plus sceptique de nos personnages, au Moyen-Âge. Énorme idée. Excellent. C'est ce que j'ai préféré dans le film. En tout cas au niveau du potentiel. Sa façon de réaliser que sa femme avait sans doute raison, sa façon de suivre Jacouille, son seul repère dans cette époque, c'était parfait. J'ai une impression épouvantable, monsieur Houille. Ça devient plus difficile au moment où ils se séparent. Parce que Jean-Pierre, il a toujours pris Jacouille comme un parasite, comme un SDF. Il l'a toujours méprisé, même s'il est très poli. Attendez-moi, je sens pantoufle. Contrairement au personnage dans Les Visiteurs en Amérique, qui n'a aucun sens, qu'il est un vrai connard. Vous êtes qui, vous? Qui c'est celle-là? C'est ma petite sœur. Non. Elle est épuisée, il faut qu'elle rentre chez elle et qu'elle dorme. Mais là, du coup, Jean-Pierre, il a besoin de Jacouille, c'est son seul repère dans cette époque hostile. Donc, ce duo est intéressant dans ce contexte-là. Mais attendez-moi. Donc j'aurais voulu les voir plus ensemble. Dans Les Visiteurs 1,5, on aurait pris le temps de voir ça. On aurait creusé aussi Jacquard et Godefroy, parce que du coup, les deux se méprisent aussi. Sauf que là, Jacquard, il a besoin de Godefroy pour survivre, enfin de Hubert, selon ce qu'il croit. Cousin Hubert, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est sympa de voir Jacquard rassuré de voir quelqu'un qu'il connaît, quand il appelle « dis donc mon vieux ». Non vieux, vous pouvez m'expliquer ce cirque qui sont tous ces cinglés? Ou qu'il appelle cousin Hubert, c'est pas son cousin. Mais c'est le seul qu'il connaisse, donc forcément ça devient presque un pote. Que fais-tu là? Tu fais le petit fillon de machin. Bah ça on n'aura pas le temps de le voir. Et une fois qu'ils reviennent dans le futur, bah ils se méprisent à nouveau. Et il aurait été intéressant qu'il y ait une interaction avec Dame Frédégonde plus poussée que la scène qu'on a vue dans le film. On aurait aimé qu'ils croisent Jacquard ou Godefroy, qu'on reste dans le Moyen-Âge plus longtemps, avec cette problématique de deux personnes à renvoyer sans qu'ils soient brûlés, sans qu'ils soient jugés par l'impitoyable inquisiteur. J'en démords pas, hein, je le répète. Mais le voyage de Jean-Pierre, en tout cas, va servir à rien. Personne n'est plus avancé. Libérez-moi! Je n'ai rien fait! Au lieu de faire ça, on va les ramener tous les deux, fissa, suffisamment vite pour qu'ils puissent continuer à amener des gags dans l'époque moderne, à tel point que même l'enchanteur en est blasé de les renvoyer dans le temps les uns après les autres. Je trouve que la manière dont Jean-Pierre est isolé des autres pour sa propre sécurité, et qu'il est réexpédié fissa dans son époque, il faut qu'il revienne et il faut qu'on finisse tout dans ce film-là. Ce que je peux comprendre, mais dans ce cas-là, ne fait pas cette fin. Mais c'est pas le pire. En effet, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est mon gros regret, mais ça aurait été génial qu'il soit enfin dans le secret, lui aussi, qu'il soutienne sa femme, qu'il ait un autre regard sur ses invités, mais c'est comme si à l'écriture, il n'avait pas assumé cette péripétie. C'était juste pour meubler. Il revient du golf, il pense qu'il s'est endormi, on ne sait pas pourquoi, il pense qu'il a fait un rêve, et il va se coucher. Et on ne saura jamais ce qu'il en pense de tout ça. C'est ça le pire, il ne se souvient de rien, c'est bien le seul, hein. Ou alors il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il a vu. C'est une idée a priori absurde, mais est-ce que vous et moi ne n'aurions pas été confrontés? Mon cul, ouais. Cette potion, elle rend pas amnésique, hein, je le sais. Non, c'est juste con. Et du coup, même Jean-Pierre, tu commences à le mépriser un peu parce que tu te dis, mais pauvre con, quoi.
à des loups. Oui, à des loups! Tu dois bien sentir les courbatures et avoir mal partout dans tout ton corps avec tout ce que t'as vécu. À des loups, crétin! Bon, laissez tomber. Merci quand même. Il t'a répondu? Oui. Pourquoi tu l'écoutes pas? Jacou, il arrête pas de dire « Il est revenu! Il est revenu !» Bah, il est revenu d'où, évidemment? Il est revenu! Tout ça, ça devrait conforter Jean-Pierre dans ce qu'il pense avoir vécu. Et même ta propre femme dit « Ils viennent du Moyen-Âge ». Tu ne la crois pas. Lui, oui, et Dame Ginette viennent du Moyen-Âge. Tu y vas, t'en reviens et tu te dis que t'as dû rêver au golf. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que c'est mal écrit et que le scénario est mauvais au départ. Après, ils ont joué ce qu'ils ont pu par rapport à ce qui avait été prévu, mais ils se sont plantés avant. C'est très con. Du coup, il va se coucher, il restera à la maison quasiment jusqu'à la fin du film, on le verra soigner la dent de Ginette, on le verra dîner avec les autres, et basta. En même temps, il nous a tellement énervé qu'on souhaite presque plus le revoir, Jean-Pierre. Nous, on veut le revoir que s'il prend parti de sa femme et qu'il va les aider à rentrer dans leur époque. C'est ça qu'on aurait dû voir. Et puis finalement, la fin nous laisse aussi sur d'autres fins, puisque tout est à recommencer encore une fois. Et la fin à la Révolution, encore une fois, même si on avait hâte de savoir ce que devenaient les personnages, il était facile d'imaginer avec le recul que c'était un piège, parce qu'on pouvait pas faire une troisième comédie qui se passerait à la Révolution. Je n'ai rien contre le fait d'en faire un troisième, même si faire un film sur la Révolution ne s'annonçait pas très drôle, et j'imaginais pas à quel point j'avais raison, puisque Le Visiteur 3 n'est quasiment jamais drôle à aucun moment. Il est tranché comme une volaille! Mais est-ce qu'ils avaient déjà l'idée du 3 en tête, à ce moment-là? Je pense que non. Ou est-ce que c'était juste pour surprendre les spectateurs et se dire, celle-là, ils vont pas la voir venir? On a mis du Grand Marnier dans la potion. Vous avez mis du Grand Marnier? Fallait pas? Et du coup, se tirer une balle dans le pied, parce que du coup, bah ouais, mais on fait quoi, en fait, derrière? Si on veut battre le fer tant qu'il est chaud, faut continuer, mais comment tu veux, encore une fois, faire rire le spectateur encore plus que dans le 2, avec le sujet de la Révolution française? Bah la solution, encore une fois, le remake. The gentleman can't eat off the floor. He's my servant, and he's not worthy of our company. Thank you, master! C'est la même histoire que Retour vers le futur. La voiture volante à la fin du 1, c'est pas une idée géniale pour qu'on aille dans le futur dans le 2. C'était juste une blague. Qu'ils ont dû assumer, parce que quand ils ont voulu faire le 2 4 ans après, bah ils pouvaient pas occulter la fin du 1 qu'ils ont écrit eux-mêmes, et ils ont dû torcher le futur pour faire ce qu'ils voulaient vraiment faire. C'est exactement la même chose. Mais je ne comprends pas. S'ils avaient l'idée d'en faire 3, pourquoi avoir autant chargé la meule sur celui-là? Si je me mets dans la tête de Jean-Marie Poiret et de Christian Clavier, je comprends cette idée d'en faire plus, d'impressionner, d'en donner pour son argent aux spectateurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font jamais d'erreur. Donc je ne blâme personne. Je trouve ça juste tellement dommage. Les Visiteurs 2 ne se foutent pas du spectateur. Personne ne peut leur reprocher ça. C'était l'idée de penser que le public ne voudrait que des gags et des rires et rien d'autre, et qu'il était impossible de faire aussi juste et équilibré ou émouvant que le premier, qui condamne en partie ce film, quoi qu'il fasse, Valérie Lemercier ou pas. Car ce scénario ultra chargé rend le film bourrin, surchargé, limite indigeste, et ne développe rien jusqu'au bout. Le terme exact serait trop ambitieux, voire trop grand. Ils ont vu trop grand. Ou alors, faut vraiment assumer de faire le film de 2h10, ce qui est indistribuable, parce que ça fait moins de séances tous les jours, et ça fait rentrer moins d'argent. Donc c'est une erreur de conception. Ça n'empêche pas au film d'avoir ses bons moments, ses excellents moments. Tous ceux qui se passent au Moyen-Âge sont très bons, il y a des moments plus calmes, plus maîtrisés. La séquence avec les pompiers est énorme. Les séquences moyenâgeuses, encore une fois, sont bien plus ambitieuses, bien plus que dans le premier, où il faisait juste semblant, et même s'il y a moins de rire dans la partie moyenâgeuse, la présence de Jacquard dans cette époque est jubilatoire. Comme quoi on aurait pu faire tout le film dans le Moyen-Âge, ça ne m'aurait pas choqué, mais c'était inconcevable de proposer au public de faire que ça. Ça en aurait déçu beaucoup. Même si faire l'inverse du premier, amener le futur dans le passé, avait un sens, et le troisième aurait fait la belle entre les deux. Ça m'aurait paru être une meilleure idée. Mais jamais je n'aurais osé faire ça si c'est moi qui avais décidé. J'aurais fait exactement les mêmes erreurs qu'eux. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Pas de place pour tout ce que le film souhaite installer. Pas le temps pour tous les personnages d'exister. C'est mathématique. Ça ne rentre pas en 1h50. Et j'insiste, et c'est la dernière fois que je vais le dire, avoir Valérie Lemercier aurait été un plus, mais il n'aurait eu aucune garantie qu'elle allait jouer le jeu, qu'elle allait jouer son jeu du 1. Elle-même avait trouvé le scénario moins bon, et ne voyait pas l'intérêt de refaire la même histoire avec la même fin que dans le 1, si c'est pour faire moins bien. Là-dessus, elle avait raison. Personne n'aurait fait mieux avec les choix qu'ils ont faits
et cette limite d'1h50 tel que le scénario est conçu. J'irais même jusqu'à dire que si Muriel Robin avait joué sa version de Béatrice de Montmirail normalement, avec son style, ça aurait certes été moins énervant que dans les passages que je vous ai montrés, mais ça n'aurait pas rendu le film meilleur. C'est donc un problème d'écriture, et il faut l'accepter car je suis sûr que tout le monde, en tout cas moi je l'aurais fait, j'aurais fait cette erreur de la surenchère. C'est courant dans les sagas d'action, sauf qu'en comédie, à mon sens, cela ne fonctionne pas comme ça. Une bonne suite en comédie, ce n'est pas une accentuation des gags. Il n'y a qu'à voir Les Bronzés 1 ou 2, ou la trilogie La Chèvre et les Compères des Fugitifs. Les films sont différents à chaque fois. C'est ce qui fonctionne. Mais ils ne font pas plus les uns que les autres. Dans les films d'action, c'est différent. Mais comme Les Visiteurs, c'est aussi un film d'action, je comprends qu'ils aient un petit peu tout mélangé. Malgré tout, j'aime bien Les Visiteurs 2. Je le regarde toujours avec plaisir. Je me rappellerai à vie de cette séance au cinéma, c'était génial. La salle était emballée. Et je l'aime pour des raisons qui sont pas forcément les bonnes. Au niveau du son, par exemple, au cinéma, j'étais impressionné parce qu'il y avait des grands effets dès le générique de début. Le générique faisait vibrer la salle. T'avais le fauteuil qui vibrait juste avec certaines notes. Il y avait des effets très sympas, des transitions très sympas, comme quand le mage Eusébius dit d'une façon dramatique. Comme si les couloirs du temps n'étaient point refermés. Et waouh, et c'est nous qui avons fait ça. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de films qui se la jouaient, un peu au-dessus de ses moyens. De Saint-Trollant. En tout cas, c'était bien plus impressionnant que le faux raccord de Christian Clavier qui rencontre un ours, parce que là, il y avait un problème. Donc, dans la forme, il y avait une certaine fierté en salle de voir ce film-là. Comme de voir un Taxi ou un Taxi 2. On ne faisait plus la différence entre une production française ou une production américaine. Ou presque. C'est une espèce de chauvinisme de voir un film français qui n'était pas franchouillard. C'était ultra riche, ultra dynamique, et c'était à nous. Mais ses qualités sont aussi ses défauts. Le film souffre vraiment d'une espèce de stress post-traumatique pour Jean-Marie Poiret qui s'est jamais remis de l'échec de Mes meilleurs copains. Un film pourtant réalisé d'une façon tout à fait sobre. Et quand il va avoir l'opportunité de faire d'autres films, il va faire de l'anti Mes meilleurs copains. Quitte à se perdre lui-même. Parce que Les Visiteurs 2, c'est le sommet, avec Les Anges Gardiens, de son montage ignoble et trop rapide. Mais dans Les Visiteurs en Amérique, il n'y aura plus rien de tout ça. Le vide. Et dans Les Visiteurs à la Révolution, j'ai pas de mots. D'ailleurs, faut rappeler que après Les Visiteurs en Amérique jusqu'aux Visiteurs 3, Jean-Marie Poiret en tant que réalisateur, c'était fini. Volontairement ou pas, je ne sais pas, parce que je respecte beaucoup cet homme-là. Mais clairement, sa façon de faire des films à l'époque, ça a joué contre lui. Et il pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait déjà, c'était impossible. Du coup, s'il pouvait plus faire ça, il faisait plus rien. Donc j'aime ce côté impressionnant des Visiteurs 2. J'aime autant la musique d'Eric Lévy que dans le 1, c'est à peu près les mêmes thèmes. Mais ça porte les passages au Moyen-Âge. Ça aide beaucoup à ces scènes-là à être crédibles, à être très agréable parce que la musique est très bonne. Beaucoup plus que la musique moyenâgeuse en mode par attraction des Visiteurs en Amérique, avec cette musique tellement standard qu'à côté de celle d'Eric Lévy, ça aide pas à rentrer dedans. Une histoire hollywoodienne sur laquelle on reviendra dans quelques semaines. On va prendre une petite pause sur Les Visiteurs parce que cette vidéo m'a demandé énormément de boulot. En tout cas, j'espère que vous l'aurez ressenti. N'hésitez pas à le dire à YouTube si c'est le cas, en mettant un like, en mettant un boost. C'est important les boosts maintenant pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou des Visiteurs 2, les répliques cultes qui vous viennent et si vous n'avez pas d'idée, voici de quoi vous inspirer. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, à votre bonne santé les gueux. Ciao.